Bienvenue dans cette controverse sur un sujet assez brûlant. Donc moi j'ai le plaisir de modérer cette session avec mon collègue Louis Pubasset. Donc je suis Jean-François Payen de Grenoble, Louis est de Paris. Et c'est un sujet brûlant parce que donc qui s'intitule sur le contrôle ciblé de température après arrêt cardiaque. Admis à l'hôpital, et vous avez vu passer un certain nombre d'études randomisées, on pense à TTM2, et puis des recommandations qui disent on ne peut pas recommander. Donc finalement, pour essayer un peu de tirer au clair et de balancer entre les avantages et les inconvénients de cette stratégie, il a été demandé à deux experts de faire le point en défendant chacun le pour et puis l'autre le contre, mais comme vous le savez, on est tous interchangeables et on peut trouver les arguments de l'autre côté facilement. Donc on a demandé au docteur Lascarou du CHU de Nantes de faire le point sur le contre, alors qu'il a publié une étude montrant que le contrôle ciblé de température dans les rythmes non choquables pouvait avoir un intérêt. Et on a demandé au professeur Tacon de Bruxelles de faire le pour, alors qu'il a participé à des tables rondes dans lesquelles c'est plutôt tiède, les recommandations. Donc c'est bien de vous avoir un peu mis en opposition avec ce que vous avez travaillé l'un et l'autre. On est là pour participer aux discussions, aux questions que vous aurez toutes les uns et les autres. Et donc, le premier à passer, c'est celui qui fait pour, Fabio. Allez, merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est la bonne session? Oui. Attends, non, celle-là, je dois cliquer ici. Voilà. Malgré tout, j'arrive même à faire fonctionner l'ordi. Yes, alors on m'a demandé de faire le pour. Alors je plains déjà Jean-Baptiste qui doit faire le contre, en ayant publié quand même sous le topo. C'est un bon exercice en fait. J'ai évidemment, c'est important, des conflits d'intérêts. Et je n'ai pas de problème à le dire. J'ai fait du travail sur l'hypothermie au labo avec des systèmes de refroidissement intranasal. J'utilise dans le service, j'ai parlé pour l'industrie. Donc je vous fais ce qui pour moi est la façon de laquelle je vois en tout cas la place du contrôle de la température en après-arrêt cardiaque, mais c'est important que vous le sachiez pour réfléchir sur le contenu. Alors, à la question, est-ce que j'utilise contrôle ciblé de température après-arrêt cardiaque? La réponse est oui, évidemment, sinon je n'aurais pas fait le pour. Et il y a évidemment un petit maybe, une petite but. Et ma réflexion entre guillemets historique. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus faire le vieux, entre guillemets, parce que je me considère encore assez jeune dans ma carrière, mais ça m'a fort intéressé lire sur l'arrêt cardiaque dans le temps. Et en fait, vous regardez sur votre gauche, c'est une slide de 86 où on faisait des barbituriques en arrêt cardiaque à l'hôpital. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est la survie. La survie à 12 mois, c'était 20%. C'était vraiment, comme je disais ce matin, je parlais de traitement post-arrêt cardiaque, c'était le patient que personne ne voulait en réanimation. Ces gens-là allaient mourir la plupart des cas. Et vous avez un papier français, sur l'érythropoïétine en post-arrêt cardiaque, 40 ans après, qui montre effectivement dans une population hétérogène d'arrêt cardiaque extra-hospitalier, nous sommes aujourd'hui autour de 50% de survie avec bon accord neurologique. Alors, qu'est-ce qu'il a changé entre ces deux études? C'est le fait qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose sous nos patients en post-anoxique grâce au fait qu'on allait modifier la température corporelle de ces malades. Il y a quand même beaucoup de littérature, surtout chez les rongeurs, il faut l'avouer, avec parfois des outcomes qui sont des outcomes plutôt de labo, qui montrent que l'hypothermie protège les cellules neuronales d'une lésion anoxique. Et on a par la suite translaté, avec pas mal d'études en clinique, le fait que ce type d'intervention peut aussi diminuer les lésions post-anoxiques chez le patient victime d'arrêt cardiaque. Alors, ça fait un peu bizarre de vous parler aujourd'hui des études en 2002, parce que je pense que tout le monde sait qu'en 2002, on a fait 2 études qui ont montré qu'un rythme choquable, arrêt cardiaque extra-hospitalier, patient ultra sélectionné, le fait de refroidir 33 degrés, 12 à 24 heures, augmenter les possibilités que ces patients récupèrent un bon état neurologique par rapport à ce qui, à l'époque, était le groupe contrôle. C'est important de le citer
Parce qu'en fait, en 2002, quand les Autrichiens et les Australiens se sont posés la question, ils avaient observé ce qui se passe si on ne fait rien. Si aujourd'hui on dit je ne fais plus de contrôle ciblé à la température chez un arrêt cardiaque, ils avaient vu que quoi qu'il se passe, un patient en post-arrêt cardiaque est un peu hypotherme, parce qu'il était mort, donc il était sous le sol, on l'a allumé, la température va augmenter dans le temps, mais si on ne fait rien, regardez la courbe de température, il va devenir fébrile, avec souvent températures qui sont autour de 38 degrés, voire plus que 38 degrés. Ça, c'est le devenir naturel d'un patient post-anoxique admis à l'hôpital non sédaté. Et donc, si on baisse la température de ces malades qui sont fébriles à 33 degrés, à l'époque, en 2002, on dit ça c'est bien, on a montré que par rapport à ce qui est la stratégie de l'époque, on ne fait rien, on met 33 degrés, ça augmente les possibilités que ces patients aillent mieux, en tout cas avec un bon outcome neurologique. Et c'était tellement, efficace cette intervention. On est dans l'époque début des années 2000, on a l'oligo-directed therapy de Rivers, on a les petits volumes courants dans la RDS, on a le glucose control de Louvain, on a enfin des études en réanimation dans lesquelles on semble pouvoir modifier le devenir de nos patients, qu'en fait, malgré qu'on avait choisi pour finir une population d'arrêt cardiaque très sélectionnée, on a dit il faut le faire chez tout le monde. Et c'est devenu effectivement, depuis ce moment-là, une recommandation pour toutes les victimes d'arrêt cardiaque. Et malgré que personne ne peut prouver cela, grâce au fait qu'on a introduit l'hypothermie avec une série d'interventions thérapeutiques, coronarographie, inotrope, vasopresseur, on gère mieux ces patients-là. On a au cours des années augmenté la survie des patients, pas seulement dans les études randomisées, mais aussi dans les études de registre. Alors ce qu'on doit savoir, et c'est pour ça qu'en fait maintenant on a la controverse, c'est que ces études-là avaient clairement des grosses limitations méthodologiques. Je pense que tout le monde est d'accord. Ces deux études-là aujourd'hui ne seront jamais publiées dans le New England, avec pas mal de problèmes méthodologiques de sélection, de randomisation des malades, pas de calcul de puissance, on a arrêté trop tôt parce qu'il n'y avait pas de sous, vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui serait indéfendable aujourd'hui. Mais surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a acquis comme intervention chez tout le monde quelque chose qui avait été démontré dans une petite proportion des patients. Là, je fais une espèce d'abstraction sur ce qui se passe dans mon hôpital. On a plus ou moins 40% d'arrêt cardiaque intra-hospitalier et 60% d'arrêt cardiaque extra-hospitalier. L'étude autrichien de Bernard, en fait, se focalisait que l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, que les rythmes choquables, que ceux qui n'avaient pas de choc, qui avaient un rythme avec des témoins. Donc vous comprenez bien qu'en fait, on a étendu cette indication, alors que pour finir, ça représentait peut-être que 10% de mes patients en arrêt cardiaque. Alors, comment ça a évolué après? C'est important de savoir comment on a évolué pour voir comment nous, on a réfléchi à l'hypothermie en post-arrêt cardiaque. Et on s'est dit, voilà, 33 degrés, on n'est pas sûr, il faut faire autre chose. On se réunit dans une salle pour faire une nouvelle étude. Les gens disent, on fait quoi le groupe contrôle? On va faire 38. On va faire 37. Est-ce que tu voudrais bien que ta maman soit randomisée à 37? On fait 36. Donc on fait 33 versus 36 et on a fait 33 versus 36, 31 versus 34. En fait, on a juste testé par la suite toujours la même intervention à des doses différentes. TTM1, ce qu'il a fait, c'est qu'il a comparé deux stratégies d'hypothermie, 33-36 degrés. Ça n'a jamais comparé 33 degrés versus on ne fait rien. Et donc, ce qui nous ont dit toutes ces études qui ont essayé de regarder la dose, c'est qu'en fait, tout ce qu'on doit faire, c'est une fourchette d'intervention active. En haut, vous avez toujours ce qui se passe si vous ne faites rien. On fait une intervention active pour amener le malade dans une fourchette de 33-36 degrés. Donc, on est encore dans le cas de prescrire un contrôle ciblé de température dans une dose qui peut être entre 33 et 36 degrés. Donc, TTM1 ne nous a pas dit qu'il faut renoncer à faire un contrôle ciblé de la température. Alors évidemment, ça c'est Niklas Nielsen qui a fait un éditorial dans Critical Care Medicine en disant pour moi, à partir de maintenant, il faut faire 36 degrés parce que, je lui ai demandé, parce que c'est plus facile. TTM1 vous disait que c'était la même chose, les mêmes effets secondaires. Il n'y avait aucun avantage. Dans toutes les publications post-hoc de TTM1, il n'y a aucun avantage de 36 versus 33 degrés, mais il faut faire 36. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que nous sommes dans l'époque de less is more, il y a beaucoup d'entre nous qui ont dit, là, 36, c'est presque 37 degrés, donc je ne fais plus rien. Donc on fait 20 ans en arrière, je ne fais plus rien. Alors c'est quand même embêtant, parce que ne rien faire, il faut regarder ce qui se passe quand les gens ont changé de stratégie. Les gens qui sont passés à 36 degrés, c'est l'étude en bas de Rinaldo Bellomo, que tout le monde connaît en Australie. Quand ils ont passé à 36 degrés, tous les patients recevaient un appareil pour contrôler de façon ciblée la température. Donc faire 36 degrés requiert un traitement actif de modification de la température des patients, n'est pas égal à ne faire rien. Et même dans l'étude TTM1, quand ils ont regardé qu'est-ce qu'ils devaient faire dans les deux groupes, que vous soyez à 33-36 degrés, 98% des malades recevaient une intervention active.
Donc 36 degrés n'est pas égal à ne pas faire un contrôle ciblé de la température. Si du coup on ne fait rien, 36 degrés c'est comme la normothermie, on voit qu'est-ce qui se passe sur le patient puis on voit après, mais on observe qu'effectivement il y a une augmentation des patients qui deviennent fébriles, qui développent des températures 37,5, 38 degrés. On essaie de rattraper ça par la suite et on observe des études avant-après, donc avec toute limitation du cas, qu'il y a une proportion plus élevée de malades qui a un outcome défavorable. Alors, pour curiosité, avec un fellow de chez moi, on a regardé toutes les études avant-après. Ce n'est pas des études randomisées, c'est la vraie vie, des gens qui changent de 33 à 36 degrés. Qu'est-ce qui se passe quand les réanimations changent de pratique? Vous mettez tout ça ensemble et on voit qu'il y a 16% plus de probabilité que quand vous changez de 33 à 36 degrés, vos patients ont un outcome défavorable. Pourquoi? Simplement parce que 36 degrés, beaucoup de personnes pensent qu'il ne faut rien faire. Et du coup, on perd la qualité du contrôle de la température, on laisse ces malades devenir fébriles, on ne s'intéresse plus vraiment à la température, et donc c'est le soin du patient qui est dégradé, pas vraiment la cible à 36 degrés qui est en question. Alors, il y a quand même des gens courageux, mon ami Jean-Baptiste Lascarou qui s'est dit, les gars, 36 degrés c'est 36 degrés, mais c'est toujours de l'hypothermie, on va enfin recomparer 33 degrés à une normothermie. Je l'ai mis ici, l'étude Hyperion, peut-être Jean-Baptiste vous en parlera, qui a montré que dans le rythme non choquable intra-extra-hospitalier, faire du 33 degrés double presque la proportion des patients qui ont un outcome neurologique favorable, ce qui n'est pas terrible dans le non choquable, mais quand même significatif. Alors je l'ai mis entouré en rouge normothermie, parce que normothermie requiert encore une fois une intervention active. Ils ne sont pas spontanément normothermes, si on ne fait rien, on devient fébrile. Il fallait que dans le groupe contrôle, il y ait un contrôle ciblé de la température pour avoir 37 degrés. Et de façon assez intéressante, Hyperion a rajouté à l'étude d'Aka et de Bernard une population beaucoup plus vaste, parce qu'il y avait aussi des arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Et honnêtement, dans ma pratique, il y a beaucoup de non choquables. Et donc, Hyperion a rajouté davantage de l'évidence en disant par rapport à ne rien faire, ou même de la normothermie, il y aurait une place pour faire du contrôle cible de la température à 33 degrés. Et en ça, on a l'étude TTM2, conflit d'intérêts. Je suis parmi les auteurs, donc évidemment, je ne veux pas cracher sur le papier qu'on a publié, mais l'étude était une étude dans laquelle on a retesté pratiquement AK. On a refait l'étude AK dans une population d'arrêt cardiaque beaucoup plus large, un arrêt cardiaque extra-hospitalier, et vous connaissez les résultats de cette étude. Il n'y a aucun avantage de refroidir les patients à 33 degrés versus une normothermie, définie comme une température inférieure à 37,7, et même le fait de faire le malade, de mettre de l'hypothermie, augmentait les risques qu'un patient fasse des arythmies. Donc, sur base de ça, vous avez une série de systematic review de la littérature. Vous avez toutes les systematic reviews, la classique tout en haut, une network meta-analysis avec différentes interventions, 33 versus 36 versus 37. Vous avez même la bayésienne, ils ont tout essayé. En tout cas, vu que tout est influencé par TTM2, qui est une grosse étude de 1000 malades, tous les méta-analyses vous disent qu'en fait, en gros, si on regarde les études dans son entièreté, il n'y a plus d'avantage de faire du 33 degrés versus de la normothermie. Alors j'insiste sur un petit point qui est cette slide, qui est la slide de la température dans l'étude TTM2. Donc vous avez en bleu le groupe interventionnel, 33 degrés, et vous avez en rouge le groupe qui est, soi-disant, normotherme. C'est vraiment 37 degrés. Et vous voyez à droite, il y a 50% des malades dans le groupe normotherme qui requièrent un device pour qu'il reste à 37 degrés. Et il y a moins que 10% des mesures dont la température du patient dépasse 37,7. Donc vous voyez bien que c'est une intervention active pour garder les patients dans le range voulu de l'étude. Et en violet, je vous ai mis la température cible de l'étude AK, où à l'époque on ne faisait rien. Donc vous comprenez bien que par rapport à l'époque où on ne faisait rien, même dans le groupe contrôle, on est en train de faire quelque chose d'actif. Alors la question est toujours la même. Je vous ai montré les études et leur historique. Est-ce que du coup, on est capable de dire aujourd'hui que grâce à la suite de TTM2, on doit faire rien, on ne doit plus utiliser du contrôle ciblé de la température chez les victimes d'arrêt cardiaque. La première question qu'on doit se poser, est-ce que TTM2 représente les patients que moi je vois en réanimation victimes d'arrêt cardiaque? 90% des bassins de CPR, 70% des rythmes choquables, 40% des malades qui ont astémie. Encore une fois, c'est peut-être parce qu'ils sont nettement mieux que nous dans la réanimation extra-hospitalière. Il y a beaucoup de gens qui sont formés à réanimer immédiatement, mais ce n'est pas ce que je vois. Mais je vois une majorité de rythmes non choquables, des causes hypoxiques, des causes non cardiaques.
le STEMI dans mon registre, en plus de 1000 malades, c'est moins que 20%. En tout cas, ça ne représente pas ce que moi, j'ai l'impression de voir tous les jours. Et quand j'ai mis ça sous l'espèce de tableau que je montrais au début, on a effectivement répondu à une partie de la question avec l'étude TTM2, l'étude avec des patients bien sélectionnés encore une fois, mais il reste malgré tout une énorme partie des patients pour lesquels nous n'avons pas la réponse aujourd'hui. Ce qui montre bien que TTM2 contribue à la discussion, c'est pour ça qu'on fait une controverse aujourd'hui, mais ce n'est pas la réponse finale à la question du contrôle ciblé à température en post-arrêt cardiaque. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux répliquer TTM2, parce que j'étais convaincu que le groupe contrôle, c'est la nouvelle stratégie dans mon service, il faut que je les sédate pendant 40 heures, que je vise la normothermie et que j'ai un device préparé, parce que dans la moitié de ces patients, j'ai besoin d'activement modifier la température du patient pour éviter qu'il devienne fébrile. Est-ce que je peux utiliser les médicaments par voie orale ou intraveineuse? Ça ne marche pas, c'est bien pour éviter l'hyperthermie. Ça s'était montré en tout cas dans beaucoup d'études observationnelles, comme celui-là qui vient des États-Unis. Donc on se retrouve aujourd'hui dans est-ce que je dois rien faire? Est-ce que je dois laisser mon patient monter là-haut et abandonner tout contrôle ciblé à la température? Ou faire cela, c'est que les études ont montré, utiliser une fourchette très large, entre 33 et 37,5, dans laquelle je fais une modification active de la température de mon patient. C'est ça en fait qui vous disent les guidelines. J'ai deuxième conflit d'intérêt, j'ai participé à cette roundtable qui était assez musclé entre des gens qui étaient vraiment des méthodologistes purs et durs, TTM2 a dit que, et des gens effectivement qui disent il faut qu'on comprenne qu'est-ce que l'hypothermie apporte chez des patients, combien TTM2 représente l'arrêt cardiaque qu'on voit tous les jours. On voit qu'on a souligné le fait que la température est un paramètre important en post-arrêt cardiaque, et en tout cas, je pense que les mots sont importants, on devrait prévenir activement la fièvre. Pour moi, activement, ça ne veut pas dire ne faire rien, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose pour éviter à ces malades de devenir fébriles, comme on a observé dans les études autrichiennes. Certes, si je dois choisir la safety, peut-être 37,7, c'est la température à utiliser, et ceci doit être utilisé avec une combinaison de médicaments, enlever les vêtements du patient, dans la moitié des patients, dans la moitié des cas, utiliser un device pour contrôler la température. Donc la réponse est oui, même dans les guidelines. La question qui reste est, est-ce qu'on va encore utiliser le 33 degrés ou soit à disparaître de nos pratiques? Et les guidelines vous disent qu'on est incapable de vous dire qui devrait bénéficier ou avoir des effets néfastes d'un refroidissement à 33 degrés. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les études, en fait, on a certes 2 tiers des malades qui décèdent des lésions post-anoxiques, mais 1 tiers qui décèdent des causes cardiaques. Et quoi qu'on fasse en termes de protection cérébrale, on va diluer les résultats dans ces études. Et donc, est-ce qu'on peut identifier des répondeurs à TTM? C'est la grosse question qui est aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a quelques données en littérature. Je pense qu'il y a des gens dans la salle ici qui ont fait des études randomisées. C'est intéressant dans les prochaines études qu'on va développer de regarder certains paramètres d'admission, l'absence de réflexe pupillaire avec un pupillomètre ou un EG directement après 1 heure qui est normal pour identifier des patients qui ont des lésions trop étendues ou des lésions trop légères pour bénéficier, comme on dit souvent, d'une intervention neuroprotectrice. On pourrait enfin sélectionner le malade avec une lésion cérébrale post-anoxique modérée dans laquelle protéger le cerveau pourrait vraiment modifier leur devenir. Alors, il y a une petite analyse des sous-groupes qui est quand même intéressante, et c'est la méta-analyse TTM1 et TTM2 qu'on a publiée cette année, qui montre qu'effectivement, la présence d'un bystander CPR semble diminuer les effets de l'hypothermie. Alors, le message n'est pas qu'il faut arrêter de faire le bystander CPR pour refroidir les malades, mais si vous avez des patients qui ont peut-être des lésions anoxiques plus prolongées, qui n'ont pas eu la possibilité, comme en nord de l'Europe, d'avoir une bystander CPR, peut-être les sélectionner comme des candidats potentiels à un contrôle plus intensif de la température à 33 degrés. Donc, je termine avec 2 slides. Ça, c'est la première qui dit, voilà, on sait que la lésion cérébrale post-anoxique, c'est un point important. Les guidelines vous recommandent de faire un contrôle actif de la température. Le nouveau target, c'est la nouvelle cible est 37,7. Est-ce qu'il y a encore des patients qui doivent être refroidis à 33 degrés? Ça reste une question à investiguer, mais abandonner totalement, donc arrêter de faire du contrôle ciblé à la température, c'est en tout cas pas une option selon les études, à mon sens, et selon ce qu'ils disent les guidelines. Il y a encore de la recherche en cours, c'est que nous faisons dans notre service aujourd'hui pour essayer de combiner la littérature et se compare un peu du patient. C'est très très simplifié, beaucoup plus complexe que ça. L'arrêt cardiaque intra-extra-hospitalier, vous avez la petite foudre de flash qui a fait le rythme choquable, les autres c'est le rythme non choquable. Et on sait qu'il y a de la littérature, en tout cas, pour un certain type de patients. Ça, où j'aimais le plus, c'est qu'il y a des études qui ont investigué ces populations-là
Dans ces cas-là, on fait du 37,7 pour le rythme choquable, on fait plutôt du 33 degrés pour le rythme non choquable, et on le fait pour 24 heures, comme nous disent les guidelines. Donc on combine dans le même service 2 stratégies différentes en fonction de ce que nous dit le patient. La systolie sans témoin, qui est celle qui est vraiment l'outcome le plus exécrable, je ne suis pas certain qu'en littérature, si vous ne faites rien, je pense que c'est encore défendable. Et il y a la question évidemment des rythmes choquables en intra-hospitalier, pour lesquels, en tout cas dans mon service, nous avons gardé la même stratégie que dans l'étude Aperion. Il n'y a pas d'étude, je pense que ça vaut la peine peut-être qu'une étude dans l'arrêt cardiaque intra-hospitalier dans ce sujet soit faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabio.